C'est Chang Shu-hong. C'est ma mère, Chen Zhixiu. C'est moi, Chang Shana. C'est ce que mon père a écrit. N'oublie pas que tu es de Dunhuang. Dans le nord-ouest de la Chine se trouve un trésor d'art humain, un héritage culturel mondial. Les grottes de Mogao à Dunhuang. Elles abritent des peintures murales et des sculptures colorées époustouflantes. Les grottes de Mogao d'aujourd'hui sont indissociables d'une personne surnommée gardien de Dunhuang. C'est Chang Shu-hong. Une découverte en France lui a ouvert une porte magique vers l'art et l'a lié à une foi qui dure depuis des milliers d'années. La Chine du début du XXe siècle a été marquée par la chute de la dynastie des Qing, des troubles sociaux et le mouvement pour la culture nouvelle. Dans ce contexte, les milieux de l'art ont appelé à améliorer la peinture chinoise. Les jeunes Chinois se sont rendus à l'étranger pour apprendre la peinture réaliste occidentale. Chang Shu-hong, né à Hangzhou dans la province du Zhejiang en 1904, en faisait partie. Il a d'abord étudié la teinture et le tissage. À cette époque, la Chine développait progressivement son industrie textile. Donc, l'apprentissage de la teinture et du tissage lui servirait sûrement. Mais il est allé en France et s'est mis à apprendre la peinture à l'huile. Un matin de juin 1927, un navire à destination de Paris a quitté lentement le port du Bund de Shanghai dans la brume. À bord de ce navire, et au son de l'horloge du bâtiment et du sifflet sur la rivière Huangpu, Chang Shu-hong a commencé son voyage d'études à l'étranger. La même année, Chang Shu-hong est devenu un étudiant bénéficiant des fonds publics à l'Institut franco-chinois de Lyon, en France. L'Institut franco-chinois de Lyon a été fondé en septembre 1921. Entre 1921 et 1946, il a accueilli 473 étudiants chinois. Parmi eux, bien sûr, il y a Chang Shu-hong, qui est un des étudiants qui est resté le plus longtemps, puisqu'il est resté 8 ans à peu près. Durant ses études en France, Chang Shu-hong a toujours été inscrit à l'Institut franco-chinois de Lyon. Nous sommes ici donc non pas sur leur lieu d'études, mais sur leur lieu de vie. Et ces jeunes étudiants chinois donc faisaient leurs études dans les principaux établissements d'enseignement supérieur de Lyon et de la région lyonnaise. Ça a été une période particulièrement riche et brillante des relations intellectuelles entre la France et la Chine, à la fois sur le plan culturel et sur le plan scientifique et technique. Chang Shu-hong apprenait la peinture, la teinture et le tissage de motifs à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Il a commencé avec le croquis de statues en plâtre, la technique la plus élémentaire, avant de devenir rapidement l'un des meilleurs de sa classe. Et il a été admis à la classe de peinture à l'huile plus tôt que prévu. Et souvent, c'est ces professeurs qui écrivent à Maurice Courant à l'Institut pour dire que Chang Shu-hong fait de gros progrès, qu'il travaille très bien et que donc ils soutiennent sa demande de financement et qu'il faut l'aider. Enfin, il est très apprécié par ses professeurs. Chang Shu-hong a eu son diplôme de l'École nationale des beaux-arts de Lyon en 1932
avec la meilleure note dans le département de la peinture à l'huile. Après avoir réussi l'examen de sélection en remportant le premier prix avec la peinture à l'huile habillage après la douche, il est allé à Paris comme étudiant boursier pour poursuivre ses études auprès du célèbre peintre néoclassique Paul-Albert Laurens, académicien de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Chang Choo-hong fait le choix de l'atelier de Paul-Albert Laurens, qui est un atelier qui, à l'époque, a une certaine renommée, un des ateliers les plus brillants de l'école. Dans l'atelier de Paul-Albert Laurens, Chang Choo-hong s'est rapidement fait remarquer par son talent et son travail, devenant le premier artiste chinois à entrer à la Société des artistes français. Ses peintures à l'huile ont été présentées à plusieurs reprises au Salon de Paris et ont remporté successivement 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille d'honneur. Le Salon à Paris, c'est le plus grand événement artistique au monde, et de très loin. Ce sont des milliers de tableaux, de sculptures exposés au Grand Palais à Paris. Un de ces tableaux a été récompensé, donc parmi des milliers d'autres, il a dit « Ah, celui-là, il est très bien ». Donc ça, pour un jeune peintre, c'est tout à fait extraordinaire. En plus de ses impressionnantes réalisations artistiques, Chang Choo-hong a une famille très heureuse. En 1928, Chen Je-shu, l'épouse de Chang Choo-hong, s'est rendue également en France pour étudier la sculpture. Leur premier enfant, Chang Shanna, est né à Lyon, en France, en 1931. Je m'appelle Shanna. Sha signifie le sable. Certains pensent que c'est à Dunhuang que je dois mon nom. En fait, Dunhuang était si loin quand je suis née. Je suis née à Lyon, en France. Il y a 2 grands cours d'eau à Lyon. Une rivière qui s'appelle la Saône et un fleuve qui s'appelle le Rhône. Quand elle est petite, elle racontait que ses parents, un peu en hommage à Lyon, pour montrer qu'elle était lyonnaise de naissance, ont pris le nom de la Saône en chinois, se sont inspirés de ce nom pour lui donner son prénom, Shanna. Ces 2 cours d'eau ont donné naissance à la ville de Lyon ainsi qu'à Changshanna. L'eau qui coulait tranquillement la nourrissait, remplissait sa famille de joie et incarnait l'amitié et les idéaux des artistes chinois de l'époque. En 1935, Chang Choo-hong a créé le portrait de Shanna d'après sa fille. Cette œuvre a été acquise par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. À l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, la peinture est revenue en Chine et a été présentée à l'exposition Les Miroirs du Portrait du Centre Pompidou au Westbound Art Museum de Shanghai. On le voit d'ailleurs dans le tableau Portrait de Shanna, qui est à la fois un tableau très français, tout à fait dans la veine de Paul-Albert Laurens, grand portraitiste, André Gide, etc. Mais en même temps, il y a des éléments qui sont très chinois. Rien que la frontalité rappelle évidemment la manière de portrait chinois, etc., etc. Il y a des éléments à la fois de généraux et de détails qui montrent que cette peinture à l'huile n'est pas seulement une peinture d'un bon étudiant chinois qui a été très performant, très doué à l'école des Beaux-Arts. On sent même dans cette peinture la volonté d'aller et de revenir vers la Chine. Chang Choo-hong a rencontré à Paris d'anciens camarades de classe et amis tels que Lu Sebai et Wang Lingyi, tous artistes en architecture, sculpture et peinture. En 1934, Chang Choo-hong et ses amis artistes ont fondé l'Association des artistes chinois de France. Ensemble, ils ont créé une atmosphère artistique très rare à cette époque-là. Partageant le même intérêt,
Ils étaient liés par une amitié indéfectible. Ces jeunes Chinois comprennent bien à la fois l'énergie qui fait que la Chine est en train de s'affirmer et en même temps les difficultés auxquelles la Chine est confrontée. Nous sommes de jeunes Chinois, nous venons en France apprendre ou améliorer notre maîtrise de la peinture, de la sculpture, des beaux-arts en général, mais l'idée c'est bien de revenir en Chine après et de jouer notre rôle, d'apporter notre pierre à l'édifice. Leur amour pour l'art et leur amitié sincère ont laissé une profonde impression sur la jeune Shanna. Leurs vertus et leur personnalité sont aussi belles, pures et précieuses que leur art. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle a grandi sur les genoux de ces gens-là. Chang Shu-rong était particulièrement disposé à prendre soin des autres. Vu qu'il était plus âgé, tout se passait chez lui, y compris les activités de l'Association des artistes chinois de France à cette époque-là. Elle est beaucoup plus englobante, mais ça montre comment est-ce que l'école crée aussi un esprit de solidarité dont en fait les artistes chinois se sont investis pour finalement créer une association qui soutient au-delà de l'école le travail de leurs compatriotes, leur facilite la présentation dans les salons, leur insertion dans le marché de l'art et évidemment pour Zheng Zuong, qui est en fait le premier artiste chinois dont les œuvres ont été acquises par le gouvernement français, notamment le très beau portrait de Shanna qui est acquis en 1936. Le talent artistique de Chang Shu-rong l'a rendu célèbre dans les milieux de l'art français, et sa famille menait une vie stable et heureuse à Paris. À cette époque-là, beaucoup de gens prédisaient que s'il pouvait continuer à créer à Paris, il deviendrait certainement un artiste de classe mondiale. Cependant, un livre illustré a changé son destin. Un endroit lointain est entré dans sa vie. Un soir de la fin de l'automne 1935, Chang Shu-rong, qui étudiait à Paris, se promenait comme d'habitude le long de la Seine. Lorsqu'il s'est approché d'un étal de vieux livres, le destin lui a remis un livre d'images. C'est cette découverte fortuite qui a fait naître chez lui, loin de la France, un attachement à Dunhuang, au fond du désert, dans le nord-ouest de son pays. Mon père était chez un bouquiniste où il est tombé sur un livre intitulé « Les grottes de Dunhuang ». Surpris, il l'a feuilleté. Ce livre était en français. Quand le bouquiniste lui demandait s'il allait l'acheter, mon père lui a répondu qu'il n'avait pas assez d'argent pour le moment. Dans ce livre, écrit par le français Paul Pelliot, un total de plus de 300 peintures murales des grottes de Mogao ont été présentées. Les traits puissants et la structure majestueuse des œuvres ont laissé Chang Shu-rong stupéfait. En voyant le jeune homme imprégné totalement par ce livre, le propriétaire lui a dit qu'au musée Guimet se trouvait un grand nombre d'œuvres d'art colorées en soie venant de Dunhuang. Tôt le lendemain matin, Chang Shu-rong s'est empressé de se rendre au musée Guimet. Lorsqu'il a vu ces peintures de Dunhuang, il s'est dit « Hélas, j'ai vraiment oublié d'où je viens. La Chine a tant de bonnes choses, mais je ne les savais pas. Qui a dit que les Chinois ne savaient pas dessiner des figures ? Dans la dynastie des Tang, les peintres étaient très doués pour dessiner des figures, et les proportions du corps humain et la dynamique des figures étaient merveilleusement exprimées. Qui a dit que les Chinois ne savaient pas peindre des couleurs ? Les œuvres de la dynastie des Tang sont très colorées. Elles sont hors du commun. Chang Shu-rong s'est donc immédiatement dit que nous devions perpétuer ce trésor chinois.
pour Zheng Song, quand l'histoire mythique sur les quais de la Seine, tout ça a complètement convergé en fait. Il était dans cet atelier fresque, lui-même faisait de la fresque et tout d'un coup, il se rend compte que dans son propre pays, il y a cette pratique artistique. En fait, c'est que quand on est de l'extérieur, on se redécouvre soi-même et on redécouvre les richesses de son pays. Zhang Shurong, je pense, a dû être vraiment saisi. Il a compris quelque chose. Il fallait que ça soit là qu'il travaille, qu'il passe sa vie. Il faut une espèce de se dédier comme ça, corps et âme, sa vie entière pour un lieu. C'est à la fois, c'est un engagement. C'est l'engagement d'une fille. Par un jour pluvieux d'automne 1936, Zhang Shurong est monté seul en train vers la Chine. Il a d'abord enseigné à l'école professionnelle nationale des beaux-arts de Pékin, tout en cherchant une occasion de se rendre à Dunhuang. Cependant, la tragédie nationale qui s'est ensuivie a rendu cette chance d'aller à Dunhuang, au fond du désert de Gobi, de moins en moins probable. Quand la guerre a éclaté en 1937, mon père a contacté ma mère. Il a dit « Le Japon nous a envahis, il faut rentrer vite en Chine, sinon ce sera le chaos ». Liu Sibai, Wang Liyin et d'autres sculpteurs sont tous rentrés. Les artistes de cette époque-là étaient particulièrement patriotiques. Lorsque la guerre de résistance contre l'agression japonaise a éclaté, tout le monde s'est précipité pour rentrer. La quasi-totalité de ces étudiants, à l'issue de leurs études en France, sont rentrés en Chine. Ils ont dû donc affronter en Chine un contexte qui a été très vite difficile, la guerre avec le Japon, ensuite la guerre civile après 1945, donc une période particulièrement compliquée de l'histoire de Chine, ce qui ne les a pas empêchés donc de tracer leur chemin et de devenir pour beaucoup d'entre eux des personnalités importantes dans le domaine soit culturel, soit scientifique et technique, compte tenu de la formation dont ils avaient bénéficié en France. Ce développement semblait aller de soi, mais en fait non. C'était une nécessité historique, et c'était ce que les intellectuels chinois de l'époque se devaient de faire. Après la première découverte sur la rive de la Seine en 1935, malgré de nombreux obstacles, rien ne lui a barré la route. En février 1943, partant de Lanzhou, ville de la province du Gansu, Zhang Shurong a mené un groupe de 6 personnes sur la route de Dunhuang, en bravant le vent glacial du début du printemps au sommet du plateau. Après plus d'un mois de voyage, Zhang Shurong et ses compagnons ont enfin aperçu les grottes de Mogao au loin. Il s'agissait de la découverte culturelle la plus précieuse du XXe siècle. Pourtant, l'endroit était en ruine. Attristé par le délabrement du lieu, Zhang Shurong a ressenti une lourde responsabilité. Lorsque mon père est arrivé là-bas, en tant qu'artiste et peintre, il voulait voir et étudier les peintures murales de Dunhuang. Cependant, après son arrivée, il a compris que les étudier ne suffisait pas. Il fallait d'abord les protéger. Les peintures avaient été gravement endommagées. Il n'y avait même pas de route de corniche. Ainsi, durant cette période de sa vie, il s'est consacré sans réserve à la protection, à la restauration, à la recherche et à la copie, et ce, toute sa vie. Dunhuang, plus de 2000 ans d'histoire s'y sont déroulés et les cultures de plusieurs grandes religions s'y sont rencontrées. Dunhuang, dont la valeur artistique s'incarne dans les grottes de Mogao, est renommé pour ses fresques murales et ses sculptures exquises. Son édification a perduré pendant 10 dynasties, soit plus de 1000 ans. Sur une falaise de plus de 1700 mètres de long, 735 grottes abritent plus de 45 000 mètres carrés de fresques murales et plus de 2000 statues colorées, ainsi qu'une multitude de documents précieux. Le jour même de son arrivée à Dunhuang, Zhang Shurong
n'a pas pris un instant de repos et s'est précipité dans les grottes sans plus attendre. Depuis de nombreuses années, les grottes de Mogao, sans gardien ni soin, avaient beaucoup souffert. Les sables mouvants du mont Mingsha, portés par le vent, s'étaient accumulés dans les grottes, ensevelissant de nombreuses reliques culturelles. À cause des catastrophes naturelles répétées et multiples, les couleurs vives d'il y a plus de 1000 ans des grottes s'étaient estompées, abîmées et altérées. Plus tard, Zhang Shuhong, se souvenant de cette scène, a dit « Plus je m'immergeais dans l'étude de Dunhuang, plus mon cœur se serrait. Je m'en voulais. Je suis arrivé tard, trop tard. » Heureusement, il était là. Il écrirait une nouvelle page dans l'histoire de Dunhuang. Je me suis rendu dans les grottes de Mogao à Dunhuang et j'ai commencé un travail de recherche extrêmement ardu, mais très important sur la conservation de l'art de Dunhuang. De ce fait, à mon sens, je ne suis pas seulement peintre, je suis aussi le gardien de Dunhuang. Les grottes de Mogao se trouvent au cœur du désert de Gobi, à 25 km de la ville de Dunhuang. Pour faire l'aller-retour une fois, il faut marcher pendant au moins une journée et une nuit. Les conditions étaient difficiles, sans eau courante ni électricité. Les repas quotidiens étaient des nouilles épaisses cuites avec l'eau alcaline amère de la rivière Datuan. À mon arrivée, ce qui m'a impressionné, c'était le premier repas, le dîner. Il faisait froid, mais il y avait seulement une assiette de vinaigre, une assiette de sel et un bol de nouilles, rien d'autre. Le 1er janvier 1944, après environ une année de préparatifs, l'Institut national de recherche sur l'art de Dunhuang a été officiellement fondé avec la nomination de Zhang Shuhong en tant que directeur. Après avoir été abandonnées pendant plus de 400 ans, les grottes de Mogao sont finalement sorties de leur silence. On a planté des arbres et des légumes. Et puis, petit à petit, les grottes ont ressuscité. Mon père a fait de grands efforts, a enduré tant de souffrances, mais il a pu faire face à la réalité et surmonter les difficultés une par une. En tant que directeur, Zhang Shuhong subissait une énorme pression. Les travaux se sont déployés progressivement. Il devait s'occuper de nombreuses tâches, telles que le déblayage des sables, la copie des fresques, la cartographie des grottes, la numérotation des grottes, l'installation des portes des grottes et les travaux de restauration. Du côté logistique, il n'a négligé aucun détail, que ce soit la collecte de fonds ou les besoins élémentaires de vie et la santé du personnel. Pour que ce petit institut puisse survivre dans ce désert isolé du monde, Zhang Shuhong devait même établir par tous les moyens des relations avec l'extérieur. Il a donc souvent traversé le désert et fait des allers-retours entre la ville et la campagne, tout seul et épuisé. Malgré tout cela, il restait toujours ferme. Selon lui, Dunhuang a un trésor artistique d'une telle importance. S'il n'y avait personne pour le protéger, s'il était détruit, ce serait dommage, ce serait une perte énorme dans l'histoire de la Chine. Après la fondation de la République populaire de Chine, l'Institut national de recherche sur l'art de Dunhuang a été renommé Institut de recherche sur les reliques culturelles de Dunhuang et a été pris en charge par le ministère de la Culture, avec toujours Zhang Shuhong en tant que directeur. Après la fondation de la Chine nouvelle, l'État a renforcé ses efforts pour protéger les grottes de Mogao. À cette époque-là, la protection et la recherche sur les grottes se sont peu à peu engagées dans la bonne voie. Après 3 années de restauration à grande échelle, les grottes de Mogao ont connu une transformation spectaculaire, passant de la dévastation à la renaissance éclatante.
Changshurong a ensuite établi le principe de l'Institut axé sur la protection, la recherche et la promotion. Sous sa direction, les membres du personnel de l'Institut ont protégé et reproduit les grandes réalisations artistiques du peuple chinois, vieilles de plus de 1500 ans, offrant ainsi au grand public l'occasion de les apprécier et de les étudier. Comme tout patrimoine, il nécessite une protection, une valorisation, puisque à Dunhuang, c'est inestimable cette richesse artistique qu'on peut retrouver. Chaque matin, au lever du soleil, quand les cloches des grottes de Mogao résonnaient, les membres du personnel, avec un peu de nourriture, des vêtements ouatés, des couvertures et leur boîte à outils, rampaient et grimpaient le long des passerelles de bois rudimentaires et des échelles étroites en forme de mille-pattes, et entraient dans les grottes froides et sombres pour faire des copies et des recherches. Afin de protéger les peintures murales de tout dégât, Changshurong a stipulé que personne n'était autorisé à monter sur les murs pour faire des calques et qu'il fallait les copier à vue. En seulement quelques années, des centaines de reproductions de fresques ont été réalisées. Dans ce travail sacré et méticuleux, les membres se sont efforcés de comprendre l'état d'esprit, les habitudes de pinceau et les idées de composition des artistes qui avaient réalisé les peintures il y a plus de 1000 ans, ainsi que le monde immense qui les entourait, tout en cherchant les expressions artistiques de la Chine ancienne. Je pense qu'à Dunhuang, il a un petit peu mélangé l'utile et l'agréable, c'est-à-dire il est resté, d'un sens, il est resté dans les beaux-arts, mais en même temps, il a fait quelque chose de plus substantiel, enfin, qui en pratique a des effets. La grotte 254, construite dans la dynastie des Wei du Nord, est l'une des grottes les plus représentatives des grottes de Mogao. À l'intérieur de la grotte se trouve la célèbre peinture murale intitulée « Le prince Sattva se sacrifie pour la tigresse », reconnue comme un chef-d'œuvre sans égal dans l'histoire de l'art chinois. Tout au long de sa vie, Changshurong a exprimé à plusieurs reprises son amour pour cette peinture murale, qui était la première qu'il a copiée après son arrivée dans les grottes de Mogao. Cet esprit-là, Changshurong l'appréciait beaucoup. C'est pourquoi il a dit qu'il était prêt à se sacrifier comme le prince Sattva. Avec un regard pénétrant en tant qu'artiste, Changshurong a pris conscience de la place et de la valeur de l'art des grottes de Dunhuang dans l'histoire de l'art chinois et même mondial. Il espérait que grâce à des reproductions fidèles, l'état original des peintures murales et des sculptures colorées de Dunhuang pourrait être bien préservé. Ceux qui n'avaient pas la chance de visiter Dunhuang pourraient avoir l'occasion de connaître l'essence de l'art de Dunhuang, qui pourrait ainsi être transmis aux générations futures. Ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est cette facilité qu'il avait de peindre en tant qu'artiste son propre travail de création et également de faire des copies des grandes grottes de Dunhuang. Et il y avait une sorte d'osmose entre ces deux aspects de l'homme, l'artiste, comme je l'ai dit, et aussi le fédérateur d'hommes et d'énergie. En 1982, après avoir sauvegardé Dunhuang pendant 40 ans, Changshurong est allé s'installer à Beijing, où il a été nommé conseiller auprès de l'administration nationale du patrimoine culturel. En 1984, l'Institut de recherche sur les reliques culturelles de Dunhuang a été agrandi pour devenir l'Académie de Dunhuang, avec Changshurong en tant que directeur honoraire. Dans ces dernières années, Changshurong n'a jamais oublié Dunhuang. Il a accroché une clochette dans sa maison de Beijing. Il disait souvent aux autres que pendant 50 ans, il avait écouté le tintement des cloches à vent suspendues au coin des toits du pavillon à 9 étages des grottes de Mogao. En accrochant cette clochette empreinte de nostalgie dans la maison,
il se sentait comme de retour à Dunhuang. Plus je vieillis et plus il me manque. Surtout quand je suis de retour ici. Les souvenirs me reviennent à l'esprit. Je pense que mon père était vraiment extraordinaire. Plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il n'avait pas une vie facile. Au pied de la montagne Sanwei, face au pavillon à 9 étages, se trouve un groupe de tombes où reposent en silence Chang Shu-hong et de nombreux membres du personnel de Dunhuang. Chang Shu-hong a déclaré « Je ne suis pas bouddhiste, je ne crois pas en la réincarnation, mais si je pouvais vraiment renaître en tant qu'humain, je serais toujours Chang Shu-hong. Je voudrais accomplir les travaux qui n'ont pas encore été achevés. » Après le décès de mon père, je suis revenue sans cesse à Dunhuang. Je suis venue encore une fois aujourd'hui. Ici, c'est sa résidence. De retour à Dunhuang, je suis particulièrement émue, très excitée. Je suis chez moi. Changshana a passé son enfance à copier des peintures murales dans les grottes. Chaque matin, lorsque la cloche du pavillon à 9 étages sonnait, elle suivait le personnel et grimpait les échelles en forme de 1000 pattes pour entrer dans une grotte et copier les fresques. Depuis mon enfance, mon père m'a fait découvrir les grottes de Mogao à Dunhuang, qui datent de plus de 1000 ans, des grottes des 10 dynasties, dont Wei du Nord, Wei de l'Ouest, Sui, Tang, Song, etc. J'ai suivi les gens là-bas pour recopier et étudier les peintures murales, de manière à affiner mes compétences artistiques dès mon plus jeune âge. Elle entrait et sortait des grottes tantôt sombres, tantôt lumineuses, comme si elle se promenait dans un rêve mystérieux. Les statues colorées de Bouddha et de Bodhisattva l'accompagnaient avec des sourires bienveillants. Elle a pu observer ainsi la vie des gens à travers les millénaires et une magnifique expression de la culture traditionnelle chinoise de cette époque-là, ce qui l'a profondément bouleversée. Elle les a tous dessinés. Au cours de ce processus, elle a ressenti l'affection familiale et a été saisie par la culture chinoise. Pendant ces années à Dunhuang, Chang Shu-hong a invité Dong Xiwen et d'autres personnes à enseigner à Shanna l'histoire des beaux-arts occidentaux et chinois, mais aussi à lui transmettre leurs connaissances sur les fresques et les techniques de copie. Le travail acharné de Shanna et son talent manifeste pour la peinture sont devenus une source de réconfort et de joie pour Chang Shu-hong pendant ces années difficiles. Shanna est devenue une autre main de son père. Son interprétation sur Dunhuang représente celle sur son père. Si mon père l'aime tant, alors je l'aime aussi. Changshana a dit « Tout le monde me demande si j'ai souffert de la vie à Dunhuang. Je réponds que non. Elle ne réfléchissait qu'aux façons dont elle pouvait aider son père, alléger son fardeau. C'est pourquoi elle ne ressentait pas de souffrance. » En 1948, Changshana est partie étudier aux États-Unis. Après la fondation de la Chine nouvelle, Changshana est retournée dans son pays d'origine. Lors d'une exposition d'art de Dunhuang organisée à Beijing, Changshana a servi de guide pour le couple Liang Sechang et Lin Huiyin. Cette dernière a tellement apprécié le talent professionnel de Changshana qu'elle l'a invitée à travailler comme professeure assistante à l'Institut d'architecture de l'université Tsinghua, alors connu comme le département d'architecture, ce qui a permis à Changshana de commencer sa carrière en design d'art et d'artisanat. En 1958, lors de la construction des 10 premiers grands édifices de la Chine nouvelle à Beijing, Changshana a été affectée à l'équipe de conception du Grand Palais du Peuple, participant à la conception de la décoration de la façade extérieure et à l'éclairage de la salle de banquet du Grand Palais du Peuple. Le lustre de la salle des banquets, conçu par Changshana sous l'inspiration des plafonds à caissons de Dunhuang, est devenu un exemple emblématique de l'application de l'art de Dunhuang dans le design moderne.
J'ai été très influencée par mon père et Lin Huiyin. Et aussi, le concept que j'ai adopté dans mon travail, c'est que les fresques de Dunhuang sont infinies, inépuisables. Il faut envisager une approche thématique. Mon père m'a également dit, quoi que tu fasses, n'oublie pas que tu es de Dunhuang. Zhang Shanna n'a pas déçu les attentes de son père. Tout au long de sa vie, elle s'est consacrée à intégrer les motifs de Dunhuang dans le design d'art et d'artisanat et dans la vie des Chinois. Le Grand Palais du Peuple, le Palais culturel des minorités, l'aéroport international de Beijing Capitale, la statue de la fleur de Bohemia pour le retour de Hong Kong à la mère patrie, etc. Une série d'édifices représentatifs d'images nationales et de points de repère urbains de différentes époques, ornés d'éléments de Dunhuang, sont enregistrés dans les annales de l'histoire de l'art chinois. Tous les designs de Zhang Shanna sont issus des classiques de la sagesse de nos ancêtres. Elle ne dit jamais que c'est une conception de Zhang Shanna, mais plutôt celle de nos ancêtres. Selon elle, elle a simplement su bien extraire leur conception. Pour Zhang Shanna, sa source de conception est l'essence de l'art de Dunhuang qui coule en elle, tandis que son inspiration réside dans l'innovation et le développement de la conception artistique nécessaire à la vie moderne. Dunhuang est un centre très vivant, c'est cette multiplicité des œuvres qui ne cessent de se faire, de continuer au fil des années et qui maintenant ont permis progressivement à l'artiste copiste d'exister aussi en tant qu'artiste créateur. Cette petite fille, née à Lyon, en France, a suivi son père et forgé ses techniques artistiques dans ce lieu sacré millénaire. Cette fleur, qui aurait dû éclore en France, a grandi pour devenir une fleur de Dunhuang, enracinée dans le désert. D'ailleurs, Zhang Shanna a emporté la beauté de Dunhuang hors du désert pour lui permettre de s'épanouir dans le monde grâce à son pinceau. Mon père disait souvent, tant que la vie continue, la lutte ne s'arrête pas. Nous devons continuer à faire ce que nous pouvons. Il disait souvent que nous ne nous soucions ni des difficultés ni des plaisirs. Nous faisons simplement ce que nous avons à faire. Nous ne nous relâchons jamais. Aujourd'hui, l'héritage spirituel de cette famille se poursuit avec Cui Donghui, fils de Zhang Shanna. Le terme Dunhuang revêt une signification particulière qui a traversé toute ma vie. Mon grand-père est une personne très importante pour la préservation de Dunhuang. Ma mère a hérité de son travail et a poursuivi une partie de ses activités, continuant ainsi à étudier Dunhuang. Cui Donghui apprend la peinture depuis son enfance. Il est maintenant vice-doyen de l'Institut d'architecture de l'Académie centrale des beaux-arts, se spécialisant dans la conception de l'espace urbain. Les conceptions de l'espace public de plusieurs stations de métro de Beijing ont été réalisées par son équipe. Je remarque une tendance selon laquelle plus l'espace est grand, plus il nécessite l'incorporation d'éléments culturels traditionnels chinois afin de lui donner une caractéristique plus personnalisée pour sa transformation et sa conception. Lors du grand gala de la fête du printemps 2024, un spectacle créatif montrant la beauté des motifs décoratifs traditionnels chinois, intitulé Nianjin, a fait ses débuts. Il combinait des motifs représentatifs des dynasties des Han, Tang, Song et Ming, qui illustrent le bonheur et les bénédictions, avec de somptueuses techniques de mise en scène, créant ainsi un défilement montrant l'évolution des motifs à travers des milliers d'années. L'équipe de Cui Donghui était responsable du design des motifs pour ce spectacle. Et le livre de sa mère, Zhang Shanna, intitulé « Motifs décoratifs de Dunhuang à travers les dynasties chinoises », a servi de référence importante dans la création de Nianjin. Ce spectacle repose principalement sur les motifs traditionnels chinois, combinant ceux de la dynastie des Tang, Song et Han.
Au cours de cette fusion, vous découvrirez que son essence fondamentale est la culture traditionnelle chinoise. Dunhuang est une chronique visuelle qui englobe tous les aspects de la vie et de l'esthétique chinoise au fil des millénaires. La transmission de la culture et de l'art au sein de cette famille sur 3 générations est comme un trait d'union spirituelle. Parler de Dunhuang, c'est aussi parler d'humains, d'êtres humains, qui sont de grands professionnels, de grands artistes, et qui sont en même temps des êtres humains avec leurs émotions, leurs centres d'intérêt, et qu'il s'agisse de Madame Changshana ou de son fils, le professeur Tsui, à l'Institut central des beaux-arts, eh bien, le fait de discuter avec eux, d'avoir des dialogues multiples, a permis de comprendre qu'ils ont un grand amour pour cette œuvre de fresque, de peinture murale. Afin d'encourager davantage de jeunes à s'engager dans la préservation, la protection et la promotion innovante de l'art de Dunhuang, Changshana a créé en 2021 le prix de design Changshana. Nous devons garder nos aspirations initiales, se souvenir de l'histoire, afin que, génération après génération, nous puissions la perpétuer et que les jeunes connaissent l'importance de nos traditions, du développement de notre histoire et de la continuité. Selon Changshana, son père n'est pas seulement son initiateur en matière d'art, mais aussi la lumière qui éclaire sa direction. Elle a consacré toute sa vie à tenir sa promesse envers Dunhuang. Tant que sa vie continue, sa lutte ne s'arrête pas. Cette dévotion inlassable de son père est une source d'inspiration intarissable qui lui donne la force de promouvoir et de diffuser la culture de Dunhuang de toutes ses forces durant sa vie, perpétuant ainsi cet amour profond de génération en génération. À l'âge de 83 ans, Changshana a inauguré son exposition itinérante mondiale, La beauté éternelle de Dunhuang, exposition des recherches et réalisations sur l'art de Dunhuang de Sounchang. En 2018, elle est revenue en France pour l'organiser à Paris. Elle a fait la promotion de cette exposition non pour elle-même, mais parce qu'après être tombée malade, elle a ressenti le caractère éphémère de la vie. Le dernier souhait de son père n'avait pas encore été exaucé, elle devait se dépêcher de faire connaître Dunhuang et son esthétique par cette exposition. C'est donc une grande connaisseuse, c'est pour ça qu'elle a aussi fait des expositions à partir de cette inspiration-là. Donc l'importance de Changshurong est absolument considérable pour aussi bien les Chinois eux-mêmes, mais même pour les Français et les Occidentaux en général, parce que c'est lui qui a permis de bien préserver ce site et de le faire connaître. L'exposition « La beauté éternelle de Dunhuang » est une démonstration de l'art de Dunhuang qui permet au monde de comprendre à nouveau les grottes de Dunhuang du point de vue de l'art des motifs. De plus en plus de jeunes commencent à s'intéresser à Dunhuang et à apprécier ses éléments. Vous allez à Dunhuang, que vous veniez de France, vous venez de tous les continents, vous ne pouvez qu'être saisi, presque à en être pas malade, enfin tellement, voilà, écrasé par cette beauté. Et là, c'est universel. L'influence de l'art de Dunhuang en France est essentiellement importante auprès des chercheurs, des connaisseurs et des amateurs d'art chinois et, comme je le disais tout à l'heure, des amoureux de la Chine. Depuis que Dunhuang a été dévoilé au monde au début du XXe siècle, de nombreux experts étrangers sont venus à Dunhuang pour effectuer des explorations et des recherches, ouvrant ainsi une toute nouvelle porte, les études de Dunhuang. Le 15 août 1983, Ti Xianlin, Chang Shuhong, Duan Wenqi et d'autres experts ont organisé une réunion inaugurale de l'Association chinoise sur les études de Dunhuang et de Turfan. La culture de Dunhuang a été présentée au monde sous une forme plus innovante et plus diversifiée.
Le 20 septembre 1987, le Symposium international de recherche sur les grottes de Dunhuang s'est tenu aux grottes de Mogao. Des chercheurs de Dunhuang venus du monde entier se sont rassemblés ici pour célébrer l'événement. Dunhuang se trouve en Chine, mais les études sur Dunhuang se font dans le monde entier. Et ces études sont un bien public. Le 11 décembre 1987, les grottes de Mogao à Dunhuang ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'attention internationale portée aux grottes de Dunhuang et à leur protection s'est ainsi considérablement accrue, attirant de nombreux experts et universitaires étrangers. Si l'Académie de Dunhuang a pu obtenir autant de résultats aujourd'hui en termes de protection, de recherche et de promotion, c'est parce que l'ancienne génération a posé de bonnes fondations. C'est pourquoi la voie sur laquelle nous marchons ne peut qu'être de plus en plus vaste. La France a été le premier pays d'Europe à mener des recherches sur Dunhuang et plusieurs générations de chercheurs français l'ont étudié pendant plus d'un siècle de développement. Aujourd'hui, l'Académie de Dunhuang organise fréquemment des échanges et mène des projets de coopération avec les organismes français tels que la Bibliothèque nationale de France et le musée Guimet. Ensemble, les universitaires et les chercheurs chinois et français travaillent à la promotion et à la protection de la culture et de l'art de Dunhuang. Un lieu remarquable à côté du site de Dunhuang qui permettrait à l'avenir de créer des résidences d'artistes comme il en existe à travers le monde, mais là qui serait une rencontre entre vraiment des artistes français et des artistes chinois qui pourraient collaborer sur un même point de vue qui est la peinture murale et dans un même objectif qui serait la valorisation de ce patrimoine de Dunhuang. Nous avons signé un accord de coopération avec la Bibliothèque nationale de France. À l'époque, celle-ci avait déjà numérisé des photos de tous les sutras de Dunhuang de sa collection. Par le biais d'échanges, elle nous les a fournis gratuitement. Avec cet ensemble d'écritures numérisées en provenance de France, nous pouvons consulter des informations à tout moment pour effectuer des recherches. À l'heure où les technologies ont considérablement évolué et nous permettent d'imaginer de fantastiques projets de numérisation, mais aussi de créer des expositions immersives dans les grottes, comme si on était dans les grottes de Dunhuang, que l'on pourrait présenter évidemment à Dunhuang et, je l'espère aussi, dans l'avenir, au musée Guimet. Des générations de chercheurs de Dunhuang, avec à leur tête Chang Shu-hong, ont travaillé sans relâche pour illuminer l'avenir de ce trésor, afin que la culture et l'art de Dunhuang, qui ont tant souffert autrefois, puissent briller de mille feux dans le monde. L'art de Dunhuang, l'une des sources de la culture chinoise, continue d'inspirer d'innombrables artistes chinois pour créer l'art chinois qui se distingue dans le monde entier. Le souhait de Chang Shu-hong a été exaucé grâce à cet effort inlassable et à la coopération entre la Chine et le reste du monde. Dunhuang fait non seulement partie de la Chine, mais aussi du monde, de toute l'humanité.
En 1994, Chang Shu-hong est décédé à Beijing. Conformément à ses souhaits, sa famille et ses collègues ont enterré ses cendres en face du pavillon à 9 étages des grottes de Mogao. C'était sa maison, l'endroit où il a trouvé la valeur de sa vie. Sur la pierre tombale de Chang Shu-hong est gravée cette inscription « Gardien de Dunhuang ». La vie entière de Chang Shu-hong a été consacrée seulement à Dunhuang.我的名字叫莎娜，沙漠的沙，很多人都以为是灯黄的关系。其实我出生的时候，灯黄是那么的遥远。我出生在法国的里昂，这是常书鸿。他东方红烧饭，这个天赋，是很有意义。东方你这个保护研究工作，从此对于我来说，不仅是个画家，也是个东方的守护人。爸爸说：“莎娜，不要忘记你是灯黄人。”L'amour pour Dunhuang unit les deux civilisations de la Chine et de la France. Des invités français ont adressé leurs sincères salutations à Changshana devant la caméra. Chère Madame Changshana, je suis ravie aujourd'hui, d'une certaine manière, de vous accueillir au musée Guimet, qui est tellement important pour nous, Français, pour évoquer la mémoire de votre père, Monsieur Chang Shu-hong. Ceci me permet de vous souhaiter une excellente santé, de continuer d'être très active comme vous l'êtes et de continuer de peindre ces merveilleuses fleurs qui sont votre style propre et aussi de vous intéresser à toutes ces copies qui, pendant 10 siècles, ont fait la gloire de Dunhuang. Je suis devant votre portrait. Cette œuvre, évidemment, a été réalisée par votre père à un moment où il a été sans doute l'élève le plus brillant, l'élève chinois le plus brillant à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Je suis quasiment certaine que votre père, qui est donc passé par un des meilleurs ateliers de l'école, a pu y passer, a pu assister à des remises de récompenses. De tout ce qui regarde l'histoire de nos relations, dont votre père et vous-même avons été des figures marquantes. C'est la raison pour laquelle je vous adresse un chaleureux message d'amitié de la part de la métropole de Lyon et de notre région. À l'âge de 93 ans, Changshana a regardé, à son domicile de Beijing, la vidéo de salutation de ses amis français. Elle a voulu leur répondre. 远方的朋友，你们好！收到你们的问候，我非常的激动。你们的问候也喊起了我对法国的回忆了。谢谢你们，还记得我的老父亲，还记得我。祝你们
一切都好。祝我们中国、法国的友谊万古长青。